Cette annonce, elle a fait pas mal de bruit dans la communauté des développeurs en Android. Pourquoi? Pas seulement parce que c'est l'annonce d'un énième framework hybride qui va nous cross-platform, qui va nous permettre de mutualiser du code, mais parce que c'est la dernière pierre à l'édifice d'un écosystème plus large qui s'appelle Kotlin Multiplatform, qui n'a plus de secret pour vous si vous avez suivi la conférence de nos collègues de Monkey Patch tout à l'heure. Et cette dernière brique à Kotlin Multiplatform, en fait, elle laisse entrevoir la possibilité de pouvoir créer une application iOS en partant de la stack technique d'une application Android quasiment générique de base. Et donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, de voir si, entre guillemets, cette promesse faite par JetBrains, elle est tenue à travers un petit live coding où on va partir d'une application du coup, Android qu'on a développée pour l'occasion de cette conférence. Et on va voir ensemble comment, en quelques minutes et en quelques clics, on va la transformer en une application qui va tourner sous vos yeux sur iOS et Android à la fois. Mais avant ça... Désolé. Avant ça, petit retour pour ceux qui n'ont pas pu assister à la conférence de 15h30 sur Kotlin Multiplatform. Donc, je vous propose de vous présenter un peu le contexte de cet écosystème, en quoi consiste Kotlin Multiplatform et quelles sont les particularités de ce framework par rapport à ses concurrents hybrides et cross-platform. Kotlin Multiplatform, sa particularité, comme vous voyez sur le schéma à l'écran, ça va être de permettre aux développeurs d'écrire des librairies en fait, en Kotlin, et des librairies qui vont pouvoir être exposées à des applications natives. Si vous voyez le schéma qui part sur la gauche donc, pour la version iOS, donc vous avez une librairie écrite en Kotlin qui va, grâce à Kotlin Native, être mappée en quelque sorte en langage Objective-C qui est interprétable par la plateforme iOS. C'est packagé dans une librairie .framework et ça va être directement exposé à l'application iOS. Et côté Android, ça va être encore plus simple, puisque Kotlin est le langage natif de la plateforme. Donc on va avoir quasiment un fonctionnement ISO avec une application native Android. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mutualiser dans ces modules, dans ces librairies partagées? On va pouvoir mutualiser déjà tout ce qui concerne la couche, ce qu'on appelle la couche data, donc c'est tout ce qui concerne les sources de données, les appels aux bases de données, les appels réseau, etc. On va mutualiser la couche business, donc la couche traitement, logique métier, tout le traitement sur les données dans l'application. Et enfin, on va mutualiser la couche présentation qui correspond à l'abstraction, en quelque sorte à l'abstraction des vues, à toutes les données qui vont avoir vocation à être affichées, mais qui n'ont pas de référence directe au contexte des systèmes sur lesquels elles tournent. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, eh avant qu'on pose une plateforme, eh bien, cette mutualisation, elle s'arrêtait là, et ça s'arrêtait à lui, et la couche UI qui est spécifique à chaque plateforme, restait le domaine réservé du coup de chaque plateforme, donc, domaine réservé iOS côté iOS, Android côté Android. Alors, vous avez un exemple d'une arborescence d'un projet un peu typique Kotlin Multiplatform, qui récapitule un peu ce que je vous ai présenté il y a 2 slides, sur le fait qu'on a bien une Android, le package Android App, il représente bien une application Android native, donc une vraie application Android. Vous avez un package iOS App qui représente une vraie application iOS, que vous pouvez ouvrir avec Xcode, qui est l'IDE qui permet de faire des applications iOS. Et vous avez un package qui représente notre librairie partagée, qui s'appelle Shared, et qui correspond à cette librairie qui va être exposée à nos applications natives, en quelque sorte. On ne va pas rentrer dans le détail de comment fonctionne Kotlin Multiplatform, juste un petit concept que vous allez retrouver très régulièrement avec KMP. C'est le mécanisme des actual expect, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, dans la base commune, exposer des méthodes avec le mot-clé expect pour dire que vous attendez une certaine donnée de la part des plateformes, de la part de chaque plateforme inclue dans le projet. Et donc là, par exemple, on crée une méthode qui s'appelle getPlatform et on demande est-ce qu'elle envoie un string. Et côté Android, on va surcharger cette méthode avec le mot-clé actuel. On va renvoyer le string Android. Et côté iOS, on va surcharger la méthode et on va renvoyer iOS. Voilà. C'est très simple, mais ça permet de faire beaucoup de choses, comme vous verrez avec le live coding de Julien tout à l'heure. Pour finir cette brève présentation sur Kotlin Multiplatform, juste petite précision, Kotlin Multiplatform, c'est pas l'avenir, enfin c'est peut-être l'avenir, mais c'est déjà le présent. On est déjà vraiment dedans. C'est pas le framework du futur. Voilà. C'est déjà utilisé en production par de nombreuses sociétés, et nous les premiers, donc à Factory sous Prestaria,
Notre credo, c'est de faire des applications mobiles. On en fait beaucoup chaque année. Et de plus en plus, on fait des applications qui, du coup, on pousse en production des applications qui sont en Kotlin multiplateforme. Et la première, elle a été en 2020, donc il y a quelques temps maintenant. Petite précision, Kotlin multiplateforme, c'est stable depuis quelques jours seulement. C'est resté en bêta pendant plusieurs années. Mais la qualité des bêtas de JetBrains fait qu'en réalité, même si c'était en bêta depuis plusieurs années, on avait un framework qui était déjà très stable et que beaucoup de sociétés n'hésitent pas à pousser en production. C'est le cas aussi de grosses sociétés comme VMware, Philips, Netflix, qui ont des applications Kotlin multiplateforme en production. Et il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez voir, si vous voulez, sur le site de JetBrains consacré à Kotlin. Il y a un petit portfolio de toutes les sociétés, enfin, d'une partie des sociétés, mais il y en a beaucoup, qui poussent en production des applications Kotlin multiplateforme, et il y en a vraiment pas mal. Maintenant, Compose, qu'est-ce que c'est? Compose, à l'origine, c'est Jetpack Compose. Jetpack, c'est la suite de librairies proposée par Google pour faire des applications natives Android. Donc Jetpack Compose, c'est un outil Android fait par Google, un outil moderne pour créer des interfaces utilisateurs sur Android. Sa particularité, enfin c'est deux particularités. La première, c'est d'être écrit en Kotlin, donc de permettre de créer des interfaces dans le langage natif de la plateforme, donc Kotlin. Là où avant, il fallait créer des XML et faire référence à des XML dans du code Kotlin ou Java, etc., avec des mécanismes plus ou moins compliqués et plus ou moins alambiqués. Là, on a un langage unique pour toute l'application, y compris pour la création d'interface. Donc ça fait déjà une première couche de simplification. En plus, c'est un langage qui est dit, c'est un framework qui est dit déclaratif, c'est-à-dire qu'on va déclarer, grâce à des fonctions imbriquées en Kotlin, ce qu'on veut voir s'afficher à l'écran. Et donc ça va donner un résultat finalement très concis. Et donc si on décrit un peu ce qu'on voit là, comment cette image est construite, donc on déclare une carte avec le mot-clé card, qui est un composant Android classique, un état, étendu ou pas étendu, on déclare une colonne, une image, et un texte dont l'état va dépendre, enfin dont l'animation va dépendre en fait de l'état qui a été déclaré plus haut. Voilà. Et donc en 5 lignes, on a fait quelque chose qu'auparavant on aurait certainement fait au moins déjà avec plusieurs fichiers et avec beaucoup plus de lignes de code. Maintenant, Compose multiplateforme, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose, sauf que vous enlevez Jetpack, c'est Jetpack Compose, et vous rajoutez multiplateforme. C'est Compose adapté à l'environnement Kotlin multiplateforme. Et donc, de la même manière que sous Android, vous allez avoir des méthodes annotées @composable, pour dire que c'est des fonctions composables. Et là, vous avez une méthode qui mixe la possibilité de Kotlin multiplateforme avec Compose. On déclare un bouton avec la fonction bouton. On surcharge la méthode onClick pour dire ce qu'on veut faire quand on clique sur le bouton. Et dans ce bouton, on affiche un texte qui est hello, référence à la plateforme, avec notre mécanisme d'ActualExpect tout à l'heure. Chaque plateforme va avoir un texte qui lui est spécifique. Et donc, si vous vous souvenez d'un des premiers schémas que je vous ai montré avec ce qui était possible de partager en Kotlin multiplateforme, et bien aujourd'hui, on a bien la dernière pierre à l'édifice, la dernière brique à Kotlin multiplateforme, puisque la partie UI qui n'était pas inclue dans le framework, maintenant l'est. Et donc, on va pouvoir créer une application qui a une base de code 100% partagée sur iOS et sur Android. Alors aujourd'hui, du coup, je vous l'ai déjà dit, mais Compose pour iOS, c'est en alpha. C'est sorti très récemment. Sachant que la roadmap de Kotlin de JetBrains concernant Compose pour iOS, elle est assez ambitieuse puisqu'il prévoit de sortir une bêta en 2024, donc dans moins d'un an. Ça veut dire que dans moins d'un an, on aura déjà une version, connaissant la qualité des bêtas de JetBrains encore, une version qui sera déjà relativement stable. Compose pour Android, c'est stable, bien évidemment. Compose pour desktop, c'est stable aussi. Il y a également une version web qui est expérimentale et qu'il va falloir aussi surveiller de près parce qu'il y a pas mal de use cases où ce sera intéressant de mutualiser du code entre applications mobiles et web, mais bon, ce n'est pas le sujet de cette conférence. La technologie qui se cache derrière les versions iOS et desktop de Compose, c'est Skia, qui est une bibliothèque de rendu 2D qui a été rachetée par Google en 2005, et c'est la même bibliothèque qui se cache derrière Flutter et qui est plutôt réputée pour sa performance. Donc c'est plutôt de bon augure pour le framework Compose multiplateforme. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter la petite application qu'on a réalisée pour cette conférence. Cette application, c'est une application Android écrite en Compose, qui est un petit testeur d'humeur Kotlin, le Kotlin Mood Tester, et qui met en scène Cody.
Quadi, c'est la mascotte Kotlin qui a été également annoncée lors de la dernière Kotlin Conf, qui était décidément assez riche en annonces. Et donc, on voulait faire un petit clin d'œil à Quadi pour lui souhaiter la bienvenue et lui offrir sa première application, si ce n'est sa première application. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, notre petite application? C'est un formulaire, elle pose 2 questions à l'utilisateur. Voilà, deux questions qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Et les réponses sont envoyées via un petit appel web service, et l'appel web service nous répond avec un texte sur notre humeur du jour et une petite image associée. Donc c'est très classique, et en même temps, ça représente bien ce que font pas mal d'applications finalement mobiles, un formulaire, un appel web service, le traitement des données. Voilà. Sur la stack technique qu'on a retenue pour cette application, alors, comme je vous l'ai dit, l'idée... Je parle un peu vite des fois. L'idée, ça va être d'avoir une stack technique qui nous permette de minimiser l'effort pour convertir notre application Android en une application Kotlin multiplateforme et du coup en une application iOS. Et pour minimiser cet effort, il va falloir faire certains choix de librairie et d'implémentation technique. On ne va pas pouvoir partir de n'importe quelle stack technique, sinon le refactor il peut devenir beaucoup plus important. Par exemple, pour ce qui est du framework d'injection de dépendance, on ne va pas utiliser la proposition de Google, qui est conseillée par Google, c'est d'utiliser Dagger et Hilt, mais on va plutôt utiliser une librairie Toulousaine, que nous on utilise massivement dans nos applications à la Factory, et qui est une alternative plus que crédible à Dagger, voire même supérieure à bien des égards. On va utiliser Coin, et qui est directement compatible en fait avec KMP. Et là, ça va être, pour le sujet qui nous préoccupe, en tout cas, ça va être son plus gros avantage. Pour tout ce qui est bibliothèque de serialisation, tout ce qui va vous permettre, par exemple, d'interpréter les JSON que vous récupérez depuis vos web services, donc les bibliothèques comme JSON, Mochi, encore Jackson, vous n'allez pas utiliser justement ces librairies, vous allez utiliser plutôt la proposition JetBrains développée pour Kotlin et compatible directement Kotlin multiplateforme, qui s'appelle Kotlinic Serialisation et qui fait parfaitement le taf aussi. C'est une alternative parfaite à ces librairies. Sur le client web, vous n'allez pas utiliser Retrofit, qui jusqu'à récemment était utilisé dans 99% des applications Android, mais vous allez plutôt utiliser la proposition de JetBrains encore, qui s'appelle Kator, et qui aujourd'hui est une alternative plus que crédible à Retrofit et qui fait parfaitement le travail. Pour tout ce qui est traitement asynchrone des données, programmation réactive, vous allez éviter d'utiliser RxJava, encore moins les live data. Vous allez utiliser la proposition de JetBrains, encore une fois, les Kotlin Flow et les coroutines, qui sont les librairies Kotlin qui permettent du coup de faire de la programmation asynchrone et de la programmation réactive. Et enfin, ça va de soi, mais pour créer votre interface utilisateur, vous n'allez pas utiliser la méthode legacy qui est des vues et des XML, mais vous allez utiliser le framework moderne et ultra performant qui s'appelle Jetpack Compose. Voilà, sachant, dernière petite précision, c'est une contrainte, mais ça correspond quand même plus ou moins à une stack technique classique, on va dire, aujourd'hui une application moderne Android. Et nous, en tout cas, à la Factory, dans les applications Android qu'on fait, même quand on n'a pas l'idée derrière la tête d'aller faire une application Kotlin plateforme, c'est la stack technique qu'on utilise de base. Voilà, je vais maintenant laisser la place à Julien pour le live coding. Et merci Nicolas. Du coup, on va essayer de faire un petit live coding. L'idée, ça va être de repartir de l'application Android qui vient de vous montrer, donc notre petite application de démo, donc qui est vraiment purement une application Android native, et on va essayer de la transformer en live en une application Compose multiplateforme, du coup qui tournera à la fin sur iOS et sur Android. Pour faire ça, du coup, je me suis basé sur le template et pas le live de la salle. Je me suis basé sur le template fourni par JetBrains sur leur GitHub pour lancer un projet Compose multiplateforme de base. Alors je vous montre ça parce qu'il y a quelques petites spécificités. Forcément, vu qu'on veut avoir une application iOS, il nous faut une machine qui tourne sur macOS pour pouvoir avoir l'application. Il va nous falloir Xcode, il va nous falloir Android Studio, il va nous falloir le plugin Kotlin multiplateforme forcément. Et à la base, on était obligé d'utiliser Cocoa Pods. Récemment, du coup, avec la release, ils permettent maintenant d'utiliser Swift Package Manager. Mais pour l'exemple, du coup, vu qu'on l'avait préparé avant, forcément, on utilisera Cocoa Pod. Voilà. Donc, à partir de ce template-là, moi, j'ai récupéré ça, je me suis créé un projet.
J'ai juste ajouté à ça les dépendances dont j'avais besoin, donc ça va être la librairie Coin, par exemple, pour l'injection de dépendances, etc. J'ai changé le logo de l'application et le nom, et c'est tout. Donc comment ça se compose? La structure du projet, donc Nicolas vous l'a déjà un peu montré tout à l'heure. On va retrouver un dossier Android App qui va contenir du coup le code natif de l'application Android. On va retrouver le dossier iOS App qui va contenir le code de l'application iOS native. Et on va avoir un module commun Kotlin multiplateforme qui s'appelle Shared. Et à l'intérieur, il est composé de trois sous-dossiers. Le common main qui va contenir tout le code commun à toutes les plateformes. Ensuite, on va avoir un dossier Android main qui va permettre justement d'exposer ce code commun à la plateforme Android. Et le dossier iOS main qui va nous permettre d'exposer ce code commun à la plateforme iOS et également de faire du code spécifique à chaque plateforme si on en a besoin. Donc actuellement dans mon projet, bon, j'ai un peu menti, j'ai aussi mis juste une fonction composable qui est ma fonction composable de base, point d'entrée de mon appli et qui fait juste afficher un texte starting project. Et ça, du coup, c'est exposé à Android via une fonction composable qui s'appelle mainView et qui fait juste appel à ma fonction app. Et côté iOS, c'est exposé à la plateforme iOS avec une fonction qui s'appelle mainViewController et qui fait appel à ma fonction app, pareil, via une interop avec UIKit. Voilà, et du coup, si je vais dans les apps natives maintenant, donc je vais aller dans mon app native, mon point d'entrée sur Android, c'est ma main activity, classiquement, et donc là, je vois bien que je fais appel à mon main view, qui du coup est dans mon module commun. Donc c'est comme ça que dans mon appli Android, je vais avoir affiché à l'écran Starting Project. Et côté iOS, comment ça se passe? Pareil, je vais aller dans mon dossier iOS, je vais aller chercher ma main view côté iOS, et là, je vois que c'est un peu différent. Il faut que j'importe mon module Kotlin multiplateforme commun, qui s'appelle Shared. Et ensuite, ça me permet de faire directement appel à mes fonctions Kotlin. Donc là, on voit que je fais appel à la fonction qu'il y avait dans iOS main, qui s'appelle platform iOS. Et je peux faire appel à ma fameuse fonction mainViewController, qui viendra m'afficher le starting project. Donc, je l'avais déjà run juste avant, juste pour vous montrer. Alors, petite spécificité qui est plutôt cool, même si on veut lancer une application iOS, on peut quand même le faire depuis Android Studio. Donc ça nous évite d'ouvrir Xcode, même si bon, pour développer la partie Swift, clairement, sans autocomplétion sur Android Studio, c'est un peu compliqué, quoi. Mais en tout cas, on arrive à avoir un émulateur iOS qui nous affiche donc Starting Project, sorti de notre projet Android Studio. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller juste récupérer le code de mon application Android que Nicolas vous a montré. Donc, qu'est-ce que j'avais comme fichier? J'avais quelques petits fichiers. Donc, j'ai une classe de constantes qui contient juste des constantes. J'avais un dossier data source qui contient les appels réseau pour la vue de résultats. J'avais une classe application qui me permet de lancer mon injection de dépendance donc via Coin. J'ai mon point d'entrée de mon application Android qui est ma main activity. Ensuite, j'avais un dossier modèle qui me permet de récupérer les données qui venaient du web service aussi, pour la vue de résultats, avec une petite partie serialisation avec Kotlin X serialisation du coup. Et ensuite, dans mon dossier UI, pardon, je vais retrouver toutes mes vues écrites en Jetpack Compose du coup. Donc mon main screen, c'est globalement une fonction composable qui rassemble tous mes écrans, donc que ce soit le fond d'écran, la vue de questionnaire et la vue de résultats. Ensuite, dans la partie thème, c'est tout ce qui va être couleur, etc. J'ai un module Coin du coup d'injection de dépendance qui s'appelle UI module. Et ensuite, je vais retrouver mes différentes vues. Donc mon background animé avec les petits points qui se baladaient à l'écran là, qui est tout fait en Jetpack Compose directement tracé sur le canvas. J'ai une petite animation d'explosion. Quand on appuie sur la mascotte Kotlin, on voyait une petite explosion de particules. Ensuite, la partie question, questionnaire, la vue de questionnaire, la vue de résultat, un petit skeleton loading en attendant que la réponse arrive, et un view model qui me permet d'agréger mes données entre la vue et l'appel réseau, justement, et quelques ressources. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre toutes ces classes, hop, et je vais juste faire un bon copier-coller dans la partie commune du coup, de mon projet Kotlin multiplateforme. Voilà, donc je viens coller toutes mes classes. Hop.
Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller essayer de corriger les problèmes éventuels que je vais avoir pour savoir s'il y a des trucs qui sont incompatibles en multiplateforme. Donc je sais déjà que dans la partie data source et modèle, j'aurai pas de souci parce que j'utilise des libs qui sont déjà par défaut compatibles en multiplateforme. Donc ça va fonctionner directement. Je vais plutôt aller m'intéresser à tout ce que j'ai dans la partie view. Donc je vais commencer par la partie question view. Et là, je vois que déjà j'ai des erreurs. Effectivement, pour afficher mon image de la mascotte Kotlin, j'utilisais une ressource du coup, qui était directement importée depuis Android, depuis les ressources Android. Sauf que forcément, en compose multiplateforme, ça ne peut pas marcher, puisque sur iOS, il n'a pas le même système de ressources, etc. Mais fort heureusement, en compose multiplateforme, ils ont mis quelque chose qui permet de gérer les ressources de manière commune aux plateformes. Et donc, on va pouvoir le gérer. Donc, je vais déjà aller récupérer les ressources, donc, qui sont ces deux-là. Je vais venir aussi les copier. Et je vais venir les mettre dans un dossier donc, qui est toujours dans la partie common main de mon projet KMP. Et il y a un dossier ressources du coup, qui me permet de gérer les ressources de manière commune. Voilà. Et en fait, pour y accéder dans la partie compose multiplateforme, ce que j'ai à faire, c'est juste appeler le nom du fichier en fait. Donc là, il s'appelle kodi.png. Je modifie l'import pour avoir l'import qui fonctionne avec la librairie multiplateforme, et ça va directement fonctionner. Il y a une petite annotation expérimentale, mais tout va bien. Je vais venir faire pareil pour la deuxième ressource que j'avais, si j'arrive à écrire. Hop. Alors, petite spécificité pour celle-là, la première c'était un PNG, la deuxième c'est une image vectorielle, du coup qui avait été importée côté Android. Ça va être compatible en multiplateforme. Il y a juste quelque chose qui se fait par défaut sur Android quand on importe, c'est que ça met une annotation qui est spécifique Android, et du coup ça ne marchera pas en multiplateforme. Donc je vais juste le remplacer par le code exa de la couleur, ce qui nous ira très bien pour la démo. Ok, je reviens ici, je vais juste nettoyer mes imports pour enlever les imports qui étaient spécifiques Android, et a priori j'ai résolu tous mes problèmes ici. Donc je peux enchaîner. Sur ma vue de résultat, je vois que j'ai injecté via Coin un view model, sauf que j'utilisais des view models spécifiques, enfin des view models Android, donc qui ont connaissance du cycle de vie de l'application, etc. Et donc forcément, pareil, c'est pas compatible en multiplateforme, puisque sur iOS, on n'a pas la même notion de cycle de vie, etc. Donc on pourrait utiliser une librairie comme Moco MVVM, qui a été citée pendant le talk sur Kotlin multiplateforme. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que, on va le voir par la suite, je vais utiliser juste un mécanisme ActualExpect pour faire ma propre implémentation du viewModel. Et là, je vais juste le remplacer par un simple coin inject qui me permettra d'injecter un factory de ma classe, du coup. Ok, je continue, je vois que là, j'ai d'autres erreurs. Ça, c'est une annotation qui parle d'une librairie. On va continuer juste en dessous, on va découvrir cette fameuse librairie. La librairie, c'est Glide Image, enfin Glide, pardon. C'est quelque chose qui nous permet de charger des images de manière asynchrone à partir d'une URL. Sauf que, pareil, cette lib n'est pas compatible en multiplateforme. On l'utilisait malheureusement sur notre app Android. Et donc, il va falloir que je la remplace. Donc là, je vais juste la remplacer par une autre librairie qui s'appelle Camel Image, qui fait exactement la même chose, mais qui est compatible en multiplateforme. Bon, j'ai un peu triché, du coup j'ai préparé le code forcément, mais bon, on voit que c'est pas non plus un gros effort de le remplacer puisque le code est relativement similaire, c'est juste une question de nommage. Ok, je viens de nettoyer mes imports, et là a priori j'ai plus d'erreurs non plus, donc je peux continuer. J'arrive à mon fameux viewModel, qui était un viewModel, qu'on peut le voir dans les imports, qui avait connaissance du cycle de vie Android. Donc ça ne marche pas en multiplateforme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon implémentation du viewModel avec le mécanisme d'ActualExpect, qui a déjà été présenté plusieurs fois. Je ne reviens pas dessus. Et pour faire ça, en fait, je vais créer dans ma partie common main une classe viewModel qui va être du coup la version expect de ce viewModel, qui va me fournir le viewModel scope dont j'aurai besoin dans mon viewModel. Et ensuite, je vais devoir créer pour chaque plateforme. Donc pour Android, par exemple, hop, je vais venir créer aussi mon viewModel.
mais cette fois, c'est pas un expect, mais la vraie implémentation de ce ViewModel, côté Android du coup. Et là, en fait, c'est un peu ce qui est fait côté Moco MVVM. C'est exactement ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont fait un système d'actual expect, pareil, pour pouvoir, sur Android, garder la puissance de la connaissance du cycle de vie des ViewModels. Donc là, c'est exactement ce qui est fait. Je réutilise le cycle de vie du ViewModel, mais que pour Android, du coup. Et pour iOS, je vais venir faire la même chose, mais c'est juste que l'implémentation du ViewModel, elle va utiliser juste simplement des coroutines pour fournir un ViewModel scope. Donc je viens, pareil, dans ma partie iOS main, créer un ViewModel, qui va être la version actuelle pour iOS, du coup. Donc là, pareil, on voit, je fournis un ViewModel scope juste avec les coroutines de Kotlin. Et donc si je reviens dans mon fameux ViewModel, maintenant je peux réimporter mon implémentation à moi du ViewModel, et je vois que ça me fournit bien mon ViewModel scope, et du coup, cette fois c'est compatible en multiplateforme, et ça fonctionnera aussi sur iOS. Donc, je viens toujours nettoyer mes imports pour corriger mes problèmes. Ok, je peux continuer. Donc là, j'avais ma fameuse fonction app qui m'écrivait starting project. Donc ça, il va falloir que je le modifie. Pour ça, je vais aller dans le point d'entrée que j'avais côté application Android, qui était ma main activity. Donc ça affichait une top bar, comme on avait pu le voir, avec le nom de l'application. Et ensuite, ça a agrégé le reste des écrans. Et donc ça, je vais venir le mettre à la place de ma fonction app. Donc j'ai préparé le code, donc je vais juste supprimer cette main activity et remettre le code ici, en fait. Donc c'est exactement le même code, hein, c'est juste, ça affiche la top bar avec l'écran. Alors, petite spécificité, du coup, vu qu'on a deux applications, j'avais besoin de la taille de l'écran, mais fournie par les applications natives, donc que ce soit côté iOS ou côté Android, pour afficher mon background correctement. Et du coup, j'ai juste rajouté en paramètre de ma fonction, donc qui est là, app, la taille, la largeur et la hauteur de mon écran qui sera fournie par les applications natives, du coup. Ok, très bien. Je peux continuer sur mon module d'injection de dépendance. Donc là, on revient sur notre problématique de ViewModel. On voit qu'on a injecté un ViewModel. Donc ça, c'est avec Coin, pareil, c'était quelque chose qui était spécifique Android, qui permet d'injecter des ViewModels, mais qui ont connaissance du cycle de vie. Donc moi, comme je l'avais remplacé tout à l'heure, je vais juste venir le remplacer par Factory. Et ça fera le taf. Hop. Ok, on peut continuer. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme classe? J'avais une classe application que j'ai collée. Bon, ça, typiquement, c'est du code vraiment spécifique Android. Donc je ne vais pas pouvoir le exploiter directement dans la partie multiplateforme. Mais par contre, ça m'est quand même utile parce que j'en ai besoin pour lancer mon système d'injection de dépendance sur la plateforme Android. Donc je vais venir juste couper cette classe et la mettre en fait, dans mon application Android native. Donc je reviens dans mon dossier Android App. Je viens la coller ici. Et donc là, bien sûr, vu que je suis dans une application Android native, tout fonctionne correctement. Et il faut juste que je fasse une petite chose en plus pour que mon application, au lancement, elle comprenne qu'il faut bien qu'elle passe par ici pour lancer, etc. Sur Android, il faut ajouter au niveau du manifeste le nom de cette classe au niveau de la balise application, justement. Parfait. Donc ça, c'est bon. Je peux revenir dans ma partie commune. Normalement, j'ai corrigé tous mes problèmes. Donc là, maintenant, on va essayer de voir comment on va exposer donc, le nouveau code qu'on a dans la fonction app à nos deux plateformes. Donc pour ça, ça se passe, comme on l'avait dit, dans les dossiers Android main et iOS main. Donc on va commencer par Android. Ici, on voit bien qu'on faisait toujours appel à notre fonction app, sauf qu'il nous manque les fameux paramètres de taille d'écran. Donc je vais venir les ajouter. Donc là, c'est exactement le même code, hein, c'est juste que j'ai rajouté les paramètres largeur et hauteur pour que ce soit fourni par l'application native. Je vais venir faire pareil sur iOS, du coup. Ici, je vois qu'il me manque les paramètres. Donc j'ajoute mes fameux paramètres et ce sera bon. Et sur iOS, il faut que je fasse quelque chose en plus ici. Il faut que je puisse lancer mon système d'injection de dépendance depuis la plateforme iOS. Et sauf que Coin ne fournit pas une librairie qui est compatible nativement avec iOS.
Donc ce que je vais faire pour pouvoir le faire, c'est directement le mettre dans ma partie commune et qui sera dédiée à iOS. Donc là, je vais créer une méthode qui s'appelle initCoin pour iOS, du coup. Je vais venir importer ma librairie, mes 2 modules, du coup. Et maintenant, j'ai tout. Il va falloir que je m'intéresse à la partie native. Donc je vais commencer par l'app Android. Donc je reviens dans mon point d'entrée Android qui est Main Activity. Donc là, je vois que je faisais bien appel à MainView et encore une fois, j'ai toujours pas mes paramètres d'entrée de la taille de l'écran. Donc il faut que je vienne les ajouter aussi. Tac. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste récupéré la taille de l'écran en compose côté Android. Donc ça fonctionne correctement. Mais ça ne fonctionne pas en multiplateforme, forcément. Et donc pour mon appli Android, a priori, j'ai fini. Et normalement, mon appli, elle devrait se lancer correctement. On va le voir après, je vais finir l'appli iOS et après on lancera tout. Donc si je vais dans mon appli iOS, j'ai 2 choses à faire du coup. J'ai premièrement ajouté les paramètres de taille d'écran ici, au niveau de ma main view controller. Bon, vous voyez, là je vais le faire sur Android Studio parce que j'ai préparé le code, mais bon, sans autocomplétion, etc., c'est vraiment pas l'idéal. Il faudrait ouvrir Xcode et faire cette partie-là dans Xcode pour avoir vraiment tout ce qui va bien. Donc là, je viens ajouter mes paramètres et créer du coup mes 2 fonctions qui me permettent de récupérer la taille de l'écran. Si j'y arrive. Ok. Donc voilà, je récupère juste la taille de l'écran, pareil sur iOS. Et donc là, ça devrait fonctionner aussi. Et il faut que je pense par contre à lancer mon injection de dépendance au niveau du lancement de l'appli iOS. Donc ça se passe au niveau de iOS App. Les structs nous fournissent une méthode de init, c'est-à-dire qu'à chaque lancement, ça va passer dedans. Donc là, je peux juste ajouter ça à ce niveau-là. Il faut d'abord que j'importe du coup mon module commun, puisque j'ai mis cette fameuse méthode dans mon module commun, qui s'appelle shared. Et ici, ensuite, je peux faire appel à ma fonction que j'avais créée dans la plateforme iOS, qui me permet de lancer mon injection de dépendance au lancement de mon app iOS. Ok. A priori, on a fini. On va lancer l'app iOS. Et on va voir si on a tout raté ou pas. On espère que non. Comme vous avez pu le voir, ça a été quand même relativement rapide. Je suis parti d'une application Android native. On a un peu fait exprès d'avoir des choses qui n'étaient pas forcément compatibles, etc. Pour vous montrer que ce n'était pas non plus énormément d'efforts d'aller faire quelques petites modifs, changer des librairies qui ne sont pas forcément compatibles. Bon, effectivement, l'appli n'est pas très grande, donc forcément, ça va vite, et j'avais préparé un peu le code. Mais si on voulait le faire dans une application un peu plus grande, et qui est déjà existante, il faudrait, je pense, déjà préparer la stack technique au mieux avant de se lancer dans vraiment transférer le code en full compose multiplateforme. Ce serait mieux. Est-ce que ça va se lancer? Oui. Nice. Parfait. Et donc là, on a notre émulateur iOS. Et comme vous pouvez le reconnaître, l'application ressemble à 2 gouttes d'eau à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on a tout qui fonctionne pareil. Donc voilà, on retrouve ça. On a la petite animation d'explosion de notre Kodi. On peut continuer. On a notre appel web service qui se fait correctement, voilà, etc. Je vais quand même lancer l'app Android pour vérifier que je n'ai pas cassé l'app Android. Ce serait dommage d'avoir fait quelque chose qui est censé être multiplateforme, mais où on se retrouve avec juste une app iOS qui marche et l'app Android qui ne marche plus, quoi. Donc je lance l'app Android. Yes. Et magie, c'est pareil. L'app Android, elle fonctionne pareil. J'ai les mêmes interactions. Et on se retrouve avec notre application qui marche à la fois sur iOS et sur Android. Voilà.
du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? Finalement, Compose multiplateforme, c'est un framework qui est quand même relativement intéressant. Parce que, comme on a pu le voir pendant le live coding, on est capable de créer une application iOS à partir d'une application Android existante assez facilement. On imagine qu'il y a quand même quelques limitations, forcément. Notamment, si on s'attaquait à des applis un peu plus grosses, on pourrait avoir de la difficulté au niveau de la gestion de la navigation, même s'il y a des librairies qui permettent de le faire. On a aussi un gros défaut pour le moment dû à la jeunesse du framework, qui est le fait que les composants, ça n'a pas dû vous échapper, mais c'est très proche du style Android, puisque en fait, les composants sont seulement disponibles avec la librairie matérielle. Et pour l'instant, il n'y a pas la possibilité d'utiliser Cupertino et un style iOS avec ce framework. On verra s'ils le font par la suite. Je pense que ça viendra, mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Et finalement, nous, à la Factory, c'est quelque chose quand même qu'on va surveiller de très près, parce que pour nous, c'est quand même supérieur à des frameworks comme Flutter ou React Native qui permettent de faire du multiplateforme, et pour 2 raisons principales. La première, c'est que les développeurs Android, ils peuvent totalement exploiter leurs connaissances de Jetpack Compose pour aller s'ouvrir à d'autres plateformes, que ce soit iOS, desktop ou web, potentiellement à l'avenir. Et même, comme on a pu le voir pendant le live coding, potentiellement partir d'une app Android existante qu'ils ont à leur disposition et créer leur app iOS sans avoir forcément trop de connaissances côté iOS. Et la deuxième raison, c'est que Compose multiplateforme, grâce à Kotlin multiplateforme notamment, ça nous offre bien plus de flexibilité que les frameworks style Flutter ou React Native, puisqu'on peut continuer à aller écrire du code natif en fait sur la plateforme. Et typiquement, on peut aller continuer à écrire notre Swift sur iOS, et ça, clairement, ça plaira aux développeurs iOS. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Beaucoup de temps, mais on a peut-être le temps pour une petite question. Ouais. Comment est-ce que, supposons qu'on veuille que dans la boîte où je travaille, vous pouvez créer un produit qu'on va maintenir pendant 10 ans. Pas pour un truc, c'est un gros produit. On a déjà des développeurs de plusieurs plateformes. Pourquoi est-ce qu'on passerait à continuer une plateforme, une back, tout ça? Est-ce que c'est un bon plan pour l'avenir de miser les compétences en termes de maintenance d'application? Ouais, alors nous en tant que grand ferveur du natif, je dirais oui, puisque du coup, que ce soit Kotlin multiplateforme ou du coup Compose multiplateforme, on reste proche du natif. Et ce que ça apporte, c'est que c'est principalement pour ça que les gens s'intéressent au framework cross-platform ou multiplateforme. C'est que on peut faire de la mutualisation de code. Mais le souci, c'est que sur ces frameworks-là, on est souvent un peu plus loin du natif et du coup, on perd en performance, etc. Et du coup, c'est ça que nous apporte Kotlin multiplateforme et Compose multiplateforme, c'est vraiment de rester le plus proche possible du natif et d'avoir justement des bonnes perfs. Et au-delà de ça, pour répondre à une deuxième partie de ce que tu as dit, c'est typiquement sur Kotlin multiplateforme et sur Compose multiplateforme, on reste avec du langage Kotlin qui est utilisé nativement sur Android. Et ça, en termes d'avenir, clairement, je pense qu'on peut tous se dire que Kotlin, c'est pas près de mourir, quoi. Oui, et sur iOS, du coup, pour l'instant, on ne peut pas trop se prononcer. Forcément, c'est encore une alpha. Ça passera l'année prochaine en bêta pour Compose, du coup. Mais par contre, typiquement, tout ce qui a été fait avec Kotlin multiplateforme, pour iOS, si tu gardes une app iOS native pour la partie vue en SwiftUI par exemple, et que tu mets un module commun en Kotlin multiplateforme, il n'y a pas de souci, c'est stable depuis très récemment, là, même si c'était déjà en bêta, qui est entre guillemets une version stable pour JetBrains. Et je pense que c'est pareil, Kotlin multiplateforme, clairement, côté de JetBrains, ils sont pas près de l'abandonner. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. J'espère que ça répond. Parfait. Pas le temps pour d'autres questions, merci beaucoup. Ok. Merci à tous. Merci. Merci.